600 soldats congolais se rendent à Kibati, fin du soutien à Kagame. 600 soldats congolais, capturés par des rebelles et forcés de trahir leur pays, ont fait un choix courageux à Kibati. Ils ont déposé leurs armes et se sont rendus aux forces qu'ils servaient autrefois. Que s'est-il passé pour que ces hommes, entraînés à combattre leur propre nation, décident de revenir? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire de désillusion, de tensions régionales et d'un conflit qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de la crise au Congo. Alors jusque-là, vous allez me poser la question, mais pourquoi le Qatar a cherché des négociations avec le Rwanda? Il faut d'abord savoir que ce soit les Américains, que ce soit les Qataris, ou même tous ceux qui entrent dans notre pays pour les négociations ou autre chose avec le Rwanda, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit si derrière il n'y a pas des intérêts. Si le Qatari est entré dans cette histoire avec la RDC, c'est par rapport aux sanctions que le Rwanda a connues. Le Qatari a vu qu'il va perdre beaucoup d'intérêt au Rwanda. Imaginez par exemple que Rwandair, c'est une entreprise de Qatari. Au moment où je parle, le Rwanda est en train de construire un hub d'aviation, un grand hub, c'est-à-dire c'est un très grand aéroport. Le Rwanda s'est beaucoup endetté pour cet aéroport-là qui va coûter très cher. Le Qatari aussi a mis son argent là-bas. Donc il y a eu beaucoup d'investissements. Même le coltan qui est en train d'être traité au Rwanda, le Qatari a investi aussi beaucoup d'argent. Alors les Qataris étaient dans l'obligation de chercher, de voir clair, de pousser les gens à négocier pour que ces intérêts soient protégés. Vous comprenez d'abord? Que les intérêts soient protégés. Bon alors, voyant que la situation sur le terrain, les négociations ne marchent presque pas, le Qatari a envoyé son émissaire auprès du secrétaire d'État général des États-Unis, celui qui a remplacé Blinken. Alors ils l'ont envoyé pour qu'il puisse aller s'emparer du dossier rwandais. Qu'est-ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda et les deals américains? Et les Américains lui ont dit clairement que non, bon, cette histoire du Rwanda, c'est déjà dépassé. Donc on n'est plus là. En tout cas, on n'est plus dans l'histoire du Rwanda. Certainement, ça je ne sais pas, hein, mais ça, au moins ils lui ont donné les deals. Il dit avec la RDC nous sommes très avancés parce que nous ne pouvons pas continuer à prendre les minéraux volés où il y a beaucoup de sang et de guerre. L'Amérique ne veut pas investir là où il y a la guerre. C'est mieux que nous puissions investir. Et toi aussi, tu peux profiter de cela pour commencer à investir officiellement en RDC parce que la RDC n'a refusé à personne. C'est-à-dire, en faisant les deals avec la RDC n'a pas bloqué les autres pays à ne pas faire les deals avec lui. La RDC est ouverte à tous les autres pays. Donc, mieux vaut travailler officiellement avec un pays qui produit ces minéraux plutôt que de continuer à travailler avec le Rwanda qui ne produit pas ces minéraux. C'est clair. Bon alors là, la décision revient maintenant aux Qataris. Vont-ils continuer leurs investissements au Rwanda? Vont-ils s'allier maintenant à la RDC officiellement comme ils avaient déjà commencé? Puis ils se sont, au lieu de commencer à chaque jour acheter de l'or volé, du coltan volé et de tous les autres minéraux volés. Et en même temps, ils étaient en train de renforcer la sécurité du Rwanda pour sécuriser en fait leurs biens. Au fait, en réalité, l'orgueil de Kagame, c'était ça. Kagame savait qu'il avait beaucoup d'intérêts de plusieurs pays et on ne pouvait pas l'attaquer facilement. C'est pourquoi il était devenu orgueilleux. Quand ses intérêts seront enlevés, il sera encore plus fragile. Pour comprendre cet événement, remontons à janvier 2025, lorsque Goma, la plus grande ville de l'Est du Congo, est tombée aux mains des rebelles du M23, soutenus, selon de nombreuses sources, par le Rwanda. Des images choquantes ont circulé. Des soldats congolais, membres des forces spéciales de l'armée nationale, les FARDC, ont été capturés, humiliés et forcés de marcher en file vers des camps, certains à Rumangabo, d'autres vers le Rwanda. On les a vus, alignés dans un stade, le regard perdu, leur dignité piétinée. Ces hommes, des pères, des frères, des fils, ont été soumis à ce que certains appellent un lavage de cerveau, un recyclage forcé pour les transformer en combattants contre leur propre patrie. Mais à Kibati, quelque chose a changé. 600 d'entre eux ont dit non. Ils ont choisi de revenir.
Imaginez un instant. Vous êtes un jeune soldat, peut-être originaire du Kasaï ou de Kinshasa, loin de chez vous, dans une région où la guerre fait rage depuis des décennies. Vous avez rejoint l'armée pour protéger votre pays, pour nourrir votre famille, mais un jour, votre ville tombe, vos munitions s'épuisent, vos camarades tombent ou fuient. Vous êtes capturé. On vous dit que vous n'avez pas le choix. Soit vous rejoignez les rebelles, soit vous mourrez. Que feriez-vous? C'est le dilemme qu'ont affronté ces 600 hommes. Leur histoire n'est pas seulement celle d'un champ de bataille. C'est une histoire humaine, un cri de résistance face à la manipulation et à la trahison. Le problème central ici, c'est la crise de confiance qui gangrène l'Est du Congo. Depuis des années, le M23, un groupe armé principalement composé de Tutsis congolais, mène une guerre contre le gouvernement de Kinshasa. Selon des rapports des Nations Unies et des États-Unis, ce mouvement est soutenu par le Rwanda, qui fournirait armes, soldats et financements. Kigali, bien sûr, nie ces accusations, affirmant que ces forces agissent en légitime défense contre des milices hostiles, comme les FDLR liés au génocide de 1994. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Depuis janvier 2025, le M23 a capturé Goma et Bukavu, deux villes stratégiques, causant la mort de milliers de personnes et le déplacement de centaines de milliers d'autres. Cette offensive éclair a révélé les faiblesses criantes de l'armée congolaise, les FARDC, qui, malgré un effectif de plus de 135 000 hommes, semblent incapables de résister. Pourquoi l'armée congolaise, bien plus nombreuse, s'effondre-t-elle face à quelques milliers de rebelles? La réponse est complexe, mais elle commence par un manque de cohésion. Les FARDC sont minés par la corruption, le manque de formation et une discipline vacillante. Certains officiers, comme l'ancien général John Numbi, ont été accusés de détournement de fonds et de trahison. Pendant ce temps, les rebelles du M23, entraînés et équipés avec une précision presque militaire, opèrent avec une efficacité redoutable. Mais à Kibati, cette machine bien huilée a montré des fissures. Les 600 soldats qui se sont rendus ne sont pas des traîtres, ce sont des hommes qui ont refusé de devenir des pions dans un jeu géopolitique qui les dépasse. Explorons maintenant les raisons de ce revirement. D'abord, il y a la désillusion. Les soldats capturés ont été emmenés dans des camps où on leur a promis pouvoir, argent ou simplement la survie s'ils combattaient pour le M23. Mais la réalité était bien différente. Beaucoup de ces jeunes, issus de régions comme le Kasaï ou Kinshasa, n'ont aucun lien avec le Rwanda ou les revendications du M23. Ils ont vu leurs camarades humiliés, leurs familles menacées, leur pays déchiré. Leur colère n'était pas dirigée contre Kinshasa, mais contre ceux qui les forçaient à trahir. Comme le dit un proverbe congolais, on peut redresser une jeune plante, mais un arbre tordu se casse si on le force. Ces hommes étaient des arbres tordus par la contrainte, mais ils ont choisi de se briser plutôt que de plier. Ensuite, il y a le contexte militaire. Kibati, une localité stratégique près de Goma, a été reprise par les FARDC et les Wazalendo, des groupes d'autodéfense locaux, après de violents combats. Cette victoire a envoyé un message clair. Le M23 n'est pas invincible. Les soldats capturés, voyant l'élan changer, ont saisi l'opportunité. Certains étaient déjà des militaires aguerris, pas des recrues novices. Ils savaient manier les armes, mais ils savaient aussi que leur combat n'était pas celui du M23. En déposant leurs armes, ils ont non seulement sauvé leur vie, mais aussi envoyé un signal fort. L'esprit de résistance congolais est toujours vivant. Mais regardons l'autre côté de la médaille. Certains pourraient dire
que ces soldats ont trahi leur pays en se rendant initialement au M23. Après tout, n'auraient-ils pas dû se battre jusqu'au bout? Cette critique, bien qu'émotionnelle, ignore la réalité du terrain. Quand vos munitions sont épuisées, quand vos supérieurs fuient, quand vous êtes entourés, la reddition devient parfois la seule option. Ces hommes n'ont pas choisi de rejoindre le M23 de leur plein gré, ils y ont été forcés. Leur véritable acte de courage n'a pas été de se rendre à Goma, mais de revenir à Kibati, de défier leurs ravisseurs et de choisir la rédemption. Le climax de cette histoire, c'est ce moment à Kibati où 600 hommes, épuis dans l'uniforme de l'ennemi, ont levé les mains non pas en signe de défaite, mais de retour. Ce n'était pas un acte isolé. Selon des sources locales, beaucoup d'autres soldats capturés envisagent de suivre cet exemple. Ce mouvement reflète un effondrement moral au sein du M23 et de ses soutiens. Les communicateurs de l'Alliance Fleuve Congo, la coalition dont fait partie le M23, qui rêvait de marcher sur Kinshasa, commencent à pleurer, comme le dit un commentateur local. Leur rêve de pouvoir s'effrite face à la réalité. Sans la loyauté de leurs combattants, leur projet est condamné. Mais cette histoire ne se limite pas à Kibati ou au M23. Elle touche à des enjeux plus larges. La souveraineté du Congo, l'ingérence régionale et la responsabilité internationale. Depuis des années, le Rwanda est accusé de jouer un double jeu, soutenant des rébellions pour sécuriser ses intérêts dans l'est du Congo, riche en minerais comme le cobalt et l'or. Les pourparlers de paix, comme ceux organisés à Doha en mars 2025 entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, ont échoué à produire un cessez-le-feu durable. Le M23 a rejeté ces appels, insistant sur des négociations directes avec Kinshasa. Une demande que Tshisekedi a longtemps refusée, voyant le M23 comme une marionnette de Kigali. Et pourtant, il y a de l'espoir. La reddition de ces 600 soldats montre que la dynamique peut changer. À Washington, des discussions récentes ont mis la pression sur le Rwanda pour qu'il cesse son soutien aux groupes armés. Des acteurs comme Eric Prince, le controversé magnate américain des armées privées, sont désormais impliqués pour reformer l'armée congolaise. Si ces efforts aboutissent, ils pourraient donner naissance à une force capable de protéger le pays sans dépendre de milices ou d'alliés douteux. Mais cela soulève une question. Peut-on vraiment construire une armée républicaine dans un pays où la corruption et la méfiance règnent en maître? En conclusion, l'histoire de ces 600 soldats est plus qu'un épisode de guerre. C'est un symbole de résilience, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'humanité peut triompher. Ces hommes n'ont pas seulement déposé leurs armes, ils ont rejeté un avenir de division et de trahison. Leur retour au FARDC, bien que fragile, est un pas vers la reconstruction d'un Congo uni. Mais le chemin est encore long. La guerre dans l'Est ne se terminera pas sans une volonté politique forte, une réforme militaire sérieuse et une pression internationale pour mettre fin à l'ingérence étrangère. Alors, qu'en pensez-vous? Cette reddition est-elle le début de la fin pour le M23 ou juste une pause dans un conflit sans fin?